Revenons maintenant, 39 ans en arrière sur God Valley, une île au cœur de la tragédie. Tous les 3 ans, les Dragons Célestes organisaient une sinistre compétition. La chasse trisannuelle aux autochtones, un spectacle cruel destiné à asseoir leur domination. Les règles sont simples, celui qui tue le plus d'esclaves gagneront des points, leur donnant accès à un coffre contenant des Zoan mythiques et d'autres encore. Mais nous en reviendrons. Le jeu n'a même pas commencé que Figarland rentre en scène. Les lecteurs découvrent alors son charisme et surtout, sa ressemblance avec Shanks. Mais bref. Je ne pourrais pas vous clarifier ma théorie sans vous faire un rappel sur l'histoire de Ginny. Au cœur de cette histoire, une figure se distingue. Ginny, une jeune femme qui, dès son plus jeune âge, avait montré une intelligence exceptionnelle et un courage inébranlable. Ginny était bien plus qu'une simple esclave. Elle était une stratège, une résistante, et l'un des piliers du plan qui allait bouleverser l'ordre établi à God Valley. Aux côtés de son frère Ivankov et de Kuma, qui deviendra par la suite son mari et amour de toujours, Ginny orchestrait un plan audacieux. Utiliser des Denden Mushi pour diffuser des messages cryptés sur ces fameux coffres mystérieux afin d'attirer les pirates, perturber la fête et avoir plus de chances de mettre son plan d'évasion en marche. Elle avait localisé cette fameuse salle contenant ces coffres qu'elle prévoyait de dérober pour renforcer leur évasion. Grâce à son intelligence et à son sens de l'organisation, elle était devenue une lueur d'espoir pour les esclaves, mais aussi une cible de choix pour leurs oppresseurs. Ces informations, précises et bien placées, attirèrent des forces majeures sur l'île. Les pirates de Rox, venus de l'île de Ruche. Les pirates de Roger, intrigués par le chaos annoncé. Et même les Marines, dépêchés pour tenter de restaurer l'ordre. Ginny n'était pas qu'une simple esclave. Son intelligence et son courage faisaient d'elle une véritable figure de résistance, un phare dans un monde sombre. Mais, comme souvent, briller trop intensément attire les regards des puissants. Et pas pour les bonnes raisons. Devinez quoi ? C'est exactement ce qui lui est arrivé. Un dragon céleste jaloux, vous le voyez venir, décide de l'arracher à sa liberté. Et selon moi, ce dragon céleste n'est autre que Figarland Garling. Oui, lui-même. Ce dernier, dans un geste aussi égoïste qu'ignoble, a voulu en faire la 8e dame de la Terre Sainte. Comme mentionné par Saturne, abonné dans le chapitre 1103, subtilement intitulé « Désolé papa ». Sous les ordres du Gorosei Saturne, Ginny a été soumise à des expériences inhumaines, des manipulations terrifiantes qui n'ont pas seulement marqué son corps, mais ont aussi impacté son enfant à naître, Bonnie. Quant à Kuma, son passé est sans doute l'un des plus déchirants de One Piece. Oui, plus déchirant encore que la mort d'Ace. Et c'est dire quelque chose. Qui n'a pas versé une larme en découvrant son histoire ? Pourtant, ceux qui suivent seulement l'anime n'en connaissent qu'une partie, alors je vais faire court. Ginny, malgré sa captivité, réussit à s'échapper. Mais affaiblie par les expérimentations et consciente de l'impact de la maladie des écailles de saphir, elle prit une décision déchirante. Confier son bébé à Kuma avant de succomber. Kuma, dotée d'un cœur plus grand que quiconque, éleva Bonnie comme sa propre fille. Lorsqu'il découvrit les premiers signes des écailles sur sa peau, il fit tout son possible pour la sauver, cherchant désespérément un médecin capable de trouver un remède. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Il n'y avait aucun espoir. C'est alors que Monkey D. Dragon, l'homme qui allait changer le destin de Kuma, le présenta à Vegapunk. Ce dernier, avec son génie et sa base sur Egghead, réussit à stabiliser l'état de Bonnie, la protégeant du soleil et ralentissant la progression de la maladie. Cependant, cette victoire eut un prix. Saint Saturne, qui surveillait Vegapunk, profita de la situation pour faire une proposition machiavélique à Kuma. S'il voulait que Vegapunk sauve définitivement Bonnie, il devrait soumettre son corps à la science et accepter de devenir une arme pour le gouvernement mondial, jusqu'à effacer toute trace de son identité. Kuma, en larmes mais avec un sourire résigné, accepta ce sacrifice. Cette image de lui, le visage baigné de larmes, restera gravée dans nos mémoires. Ce moment incarne à lui seul le prix de l'amour et du devoir. Mais revenons au présent et à ma théorie. Revenons à cette fameuse chasse trisannuelle aux autochtones, où se trouve la salle qui fait rêver tout archéologue. 6 coffres, tous bourrés de trésors aussi précieux qu'intrigants. 2 d'entre eux, pas besoin de chercher longtemps, le chapitre nous le confirme. Le Nikyu Nikyu no Mi, alias le fruit des coussinets. Et bam, Kuma le bouffe direct. Maintenant, il peut repousser tout et n'importe quoi à la vitesse de la lumière. Pratique, non ? Le Wowo no Mi,
un Zoan mythique taillé sur mesure pour Kaido. Sauf qu'à l'origine, il était destiné à Ivankov. Mais Big Mom, toujours à l'affût du bon plan, débarque en mode ninja, lui vole sous le nez. Et le reste, vous connaissez. Un cadeau pour Kaido, et merci, au revoir. Les 4 autres coffres, mystère total. Enfin, presque. Dans le tome 4 milliards, dispo seulement au Japon pour la sortie de One Piece Red, on découvre Roger et son équipage, ouvrant un coffre dérobé à God Valley. Et qu'est-ce qu'il contient? Un bébé aux cheveux rouges. Vous la voyez venir, la théorie? Selon moi, et beaucoup de lecteurs le pensent aussi, Shanks était bel et bien dans l'un des coffres de la salle légendaire. Mais alors, qui est-il vraiment? Un simple fils des Figarland? Non, je ne crois pas. Figarland aurait aussi profité de cet incident pour se faire un petit shopping. Son butin, le Toshi Toshinomi, alias le fruit de l'âge, un paramécia ultra cheaté. Vous savez, celui dont J. Garcia Saturne a administré un extrait à Jewelry Bonnie quand elle n'était qu'un bébé. Résultat, Bonnie peut manipuler l'âge de tout et n'importe quoi, y compris elle-même, devenant ainsi une véritable manipulatrice d'âge. Et si Figarland avait lui-même mangé ce fruit, s'offrant une jeunesse éternelle façon vampire chic et discret. Vous voyez où je veux en venir? Ce gars pourrait littéralement avoir traversé les époques tout en gardant la même coupe de cheveux impeccable. Soyons clairs, il n'y a jamais eu de frères jumeaux. Les lecteurs ont tous été dupés par la ruse du grand chevalier divin. La même ruse qui a causé la chute du roi d'Elbaf et la condamnation de Loki. Voici pourquoi cette théorie va peut-être vous retourner le cerveau. Figarland aurait joué un rôle clé dans l'incident de God Valley, mais il ne s'est pas arrêté là. Après l'échec de Saturne sur Egghead, Imu ne perd pas une seconde. Game over pour Saturne. Et hop, Figarland débarque comme un chef pour le remplacer en tant que Gorosei, alias dieu de la science et de la défense. Jusque-là, vous suivez? Et maintenant, revoyons cette scène épique où Figarland entre dans la salle du Gorosei, avec cette vibe de faux Shanks qui fait son show. Vous voyez le parallèle? On dirait presque qu'Oda nous glisse un indice. Et ce n'est pas tout. En devenant dieu de la science, Figarland ne peut qu'avoir des connaissances bien flippantes en clonage et manipulation génétique. Vous savez, ce genre de truc qui pourrait lui permettre de manipuler l'histoire dans l'ombre, tout en grimpant les échelons jusqu'au Gorosei. Imaginez le tableau. Les autres doyens flippent grave en le voyant, conscients qu'ils jouent un double jeu depuis des décennies. D'ailleurs, chapitre 1134, moment clé. Figarland jeune, avec ce fameux Toshi Toshinomi, un fruit lié au temps. Et là, son arrivée sur l'île est marquée par une étoile. Vous la voyez? Ça rappelle direct le pouvoir de téléportation des Gorosei offert par Imu. Coïncidence? Je ne pense pas. Avec cette téléportation et son don pour embrouiller tout le monde, il continue son petit manège dans l'ombre. Et le détail ultime, cette capuche. Parce qu'Oda et ses capuches, c'est toujours un coup classique. Imaginez la scène. Figarland retire sa capuche, dévoile sa coupe de cheveux pointue et tout le monde s'écrie. Ça, mes amis, c'est du pur Oda. Toujours là pour mélanger génie et humour. Mais attendez, on va encore plus loin. La fameuse femme bandée, et si c'était un clone de Ginny, parfait pour exécuter ses ordres à la lettre. Figarland aurait pu créer ce clone, tout ça pour contrôler les révolutionnaires et asseoir son pouvoir. Ça expliquerait tellement de choses. Et ce fameux pirate dont il est venu parler, était-ce de Shanks? A-t-il dit « J'ai besoin de mon clone pour infiltrer Elbaf. Laissez-le être un Yonko. » Je me pose tellement de questions, mes Kaizok. Shanks est-il un clone, créé à partir de l'ADN du chevalier divin Figarland, conçu pour servir les dragons célestes, mais qui a fini entre les mains de l'homme le plus libre du monde, Gol D. Roger. Que va choisir Shanks en apprenant la vérité sur sa véritable identité? Va-t-il servir l'ordre ou rejoindre l'héritier des mots de son mentor? Et d'ailleurs, Luffy, serait-il lui aussi un clone de Gol D. Roger? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Suis-je sur la bonne voie ou complètement à côté de la plaque? C'était Kaizok TV. Partagez cette vidéo au maximum avec tous les Kaizok qui rêvent de découvrir le One Piece avant les autres. Et pour mes débuts sur YouTube, je compte sur vous. Abonnez-vous, activez la cloche et allez faire un tour dans ma boutique. Après tant d'années à suivre ce manga, le One Piece est proche, mes amis. Soyons les premiers à percer le mystère ensemble. C'était Léa Arzikov. Vous êtes sur Kaizok TV. Ensemble, on percera le mystère du One Piece.